En fait, il y a un livre qui s'appelle Histoire globale de la France coloniale. Je vais vous le montrer. Franchement, il y a plus de 700 pages dans le bail. Et ça raconte toute l'histoire coloniale de la France, enfin toute. Ça résume beaucoup de passages de l'histoire coloniale française, et c'est hyper intéressant pour comprendre du coup tout ce dont on parle quand on vous dit le racisme et tout. Ça vient de quelque part, ça vient d'une histoire particulière, qui est l'histoire de France, et qu'il faut apprendre à connaître et comprendre dans sa complexité. Et la gauche est, au cœur, fait partie, tout comme la droite, comme l'extrême droite, etc., de la mise en place du projet colonial et du projet raciste en France. Et donc, par exemple, dans ce gros livre, donc, vous avez un chapitre qui est très intéressant, tu es page 439, qui s'appelle « La commission d'enquête coloniale du Front populaire, un échec de politique réformatrice entre 1936 et 1938 ». Pourquoi est-ce que je veux qu'on prenne le temps de lire ça ? Parce que le Front populaire, le nouveau Front populaire qu'on est en train de voir naître, c'est une référence à ce mouvement politique de 1936 à 1938, qui s'appelait donc le Front populaire, et qui a existé en pleine période coloniale. Et on a envie de se demander, qu'est-ce que le Front populaire de l'époque a réussi à faire pour les coloniser ? Parce que c'était la gauche. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les coloniser ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour les personnes non blanches qui étaient un nombre énorme dans l'Empire ? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de Français non blancs à cette époque qu'il y en a aujourd'hui. Dites-vous bien ça, les colonisés, c'est des millions de personnes qui ont la nationalité française, même s'ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les citoyens français, puisqu'ils sont des sujets français. Donc c'est vraiment la preuve qu'à l'époque, la France a toujours mis en place, soi-disant, le droit à l'égalité, etc., mais pas dans ses colonies. Elle se comportait comme des dictatures totalitaires dans ses colonies, et elle faisait une sorte de démocratie dans la métropole. Ça a toujours été ça, le modèle politique français, pendant toute la période républicaine. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'a réussi à faire le Front populaire pour réformer cette politique coloniale ? Et on va voir que c'était un échec. Pourquoi je dis ça ? Parce que comme disait le vieux, donc le vieux en référence à monsieur Jean-Luc Mélenchon, le vieux disait « faites mieux, faites mieux ». Si on utilise la ref Front populaire, il faut qu'on fasse mieux que ce qui s'est passé pour le Front populaire sur les questions coloniales et les questions de racisme. C'est urgent. Et pour ça, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il a fait le Front populaire ? Quelles erreurs ne pas refaire ? Où est-ce qu'il a échoué ? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Je vous lis juste l'introduction parce que je pense que c'est important. L'avènement au pouvoir d'un gouvernement de gauche en juin 1936 a suscité énormément d'espoir, non seulement en France, mais aussi dans les colonies. L'exercice du pouvoir par les socialistes et les radicaux socialistes, avec l'appui des communistes, a été rendu possible grâce à une alliance conditionnelle certes, mais durable et fidèle entre les différentes forces politiques du Front populaire. Alors à l'époque, les forces politiques qui se sont alliées, c'était quoi ? C'était trois partis en principal. Il y avait donc les communistes, qui avaient vraiment une position anticolonialiste. Pourquoi ? Parce que c'était lié avec l'URSS et qu'ils luttaient contre l'impérialisme occidental, donc c'était dans leur intérêt d'être contre le système colonial. Ensuite, vous aviez les socialistes, qui étaient plutôt pour une sorte de réforme du modèle colonial, mais ils ne voulaient pas arrêter la colonisation, ils voulaient juste que ce soit un peu plus humaniste. Et vous aviez ce qu'on appelle les radicaux, qui sont des sortes de centristes, j'ai envie de dire un peu comme des macronistes, mais plus de gauche. Et donc les radicaux, eux, ils étaient carrément engagés dans la colonisation, ils avaient des ministres des colonies, ils avaient une pensée coloniale, ils défendaient la mission civilisatrice de la colonisation, etc. Et donc ces trois partis, communistes, socialistes et radicaux, se sont alliés pour faire le Front populaire. Et donc le Front populaire, comment il gère les questions coloniales, sachant qu'il y a trois partis qui sont si en désaccord sur ces questions. Voilà. Sur le plan de la politique intérieure, le plus grand défi du Front populaire reste le mouvement de grève de mai-juin 1936, puisque dès que le Front populaire il arrive au pouvoir, qu'est-ce qui se passe ? Les Français se mettent en grève massivement pour dire « vous avez fait les fous, vous avez dit on va réformer tout, on attend que vous le fassiez ». Donc c'est la pression des Français et des Françaises qui force le Front populaire à véritablement mettre en place les réformes qu'il avait promis. À l'étranger, par contre, le Front populaire doit affronter les problèmes liés à la guerre d'Éthiopie, la remilitarisation de la Rhénanie par Adolf Hitler et surtout la guerre civile espagnole. Ça, c'est les trois gros conflits qui font rage pendant le moment où le Front populaire arrive au pouvoir. Donc il y a Adolf Hitler qui est en train de revenir, il y a l'Italie de Mussolini qui est en train de se militariser de manière de plus en plus belliqueuse, et la guerre civile espagnole où on a les républicains espagnols, donc la gauche, face au franquisme, donc l'extrême droite espagnole.
Face à la question coloniale, les partis du Front populaire avaient des positions très différentes. On l'a vu entre les trois partis qui ont des idées très différentes. En effet, le Parti radical était depuis longtemps proche du Parti colonial. Le Parti colonial, à l'époque, c'était un des lobbies les plus puissants pour la colonisation, donc c'était des hommes d'État français. C'est comme si on pouvait dire les écolos. Il n'y avait pas de parti écolo à l'époque, mais il y avait un parti colonial. Donc c'est pas un parti politique avec des députés, un programme, etc., mais c'est le nom qu'on donnait au lobby colonial de l'époque. Et donc ils défendaient l'intégrité de l'Empire. Donc eux, leur logique c'était abat le séparatisme. Le séparatisme c'était le danger qui guettait l'Empire. Et donc ils étaient contre tout séparatisme, et le séparatisme à l'époque ça voulait dire l'indépendance. Donc vous voyez qu'il y avait une rhétorique sur le séparatisme qui était hyper forte, qui visait les personnes racisées, qui voulaient de l'autonomie politique. C'est cette même rhétorique qui est aujourd'hui ressortie quand on parle d'antiracisme, etc., etc. Si le Parti radical affirmait son appartenance à la France coloniale, le Parti radical, on l'a vu, c'est ceux qui étaient le plus au centre, donc eux, ils étaient fiers d'être la France coloniale. Par contre, la section française de l'Internationale ouvrière, donc la SFIO, qui était plus les socialistes, on pourrait dire, défendait quant à elle des positions contradictoires depuis le début de la colonisation. D'une part, elle s'opposait en principe à l'expansion coloniale et notamment à l'utilisation de la force. Donc eux, ils voulaient qu'on arrête de continuer à conquérir, et surtout par les actions militaires, et d'autre part, elle était généralement favorable à la mission civilisatrice de la France. C'est d'ailleurs beaucoup les idées humanistes, socialistes de gauche qui défendent cette mission civilisatrice. Pourquoi ? Parce que c'est une manière humanitaire, on apporte le progrès, le mieux, toute cette idée-là, le développement, la progression, c'est plutôt des idées centre-gauche qui les ont mis en place et qui les ont martelées, face à des positions plus de droite qui allaient être des conquêtes violentes militaires qui écrasaient tout. Vous voyez, il y avait un conflit au sein du parti colonial entre la manière de coloniser. Donc la SFIO, les socialistes, ils étaient défenseurs de cette mission civilisatrice, de cette manière de coloniser de manière humanitaire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore dans les discours de développement aujourd'hui, mais aussi dans les discours humanitaires aujourd'hui. C'est l'héritage de cette manière de penser la colonisation. Enfin, le Parti communiste français qui avait mené des actions anticoloniales, entre autres à l'occasion de la guerre du Rif dans les années 1920. Donc la guerre du Rif, c'est un grand conflit qui se passe au Maroc, où il y a des républicains marocains qui cherchent l'indépendance par rapport à la colonisation. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a les Espagnols et les Français qui sont en train d'essayer de coloniser le Maroc. Les Français ont un protectorat qui est dirigé par Hubert Lyautey. Et Hubert Lyautey va être incapable de réprimer totalement la guerre du Rif. Et donc il va être remplacé par Pétain. Donc le grand Pétain qui va devenir ensuite le leader de l'extrême droite, de la collaboration avec les nazis. Il était déjà connu avant, mais il a montré sa capacité à réprimer dans la guerre du Rif, une guerre coloniale, dans laquelle il était allié avec Franco. Donc Franco, le grand de l'extrême droite espagnole, qui s'est aussi mobilisé ici pour écraser les républicains du Rif au Maroc dans les années 20. Donc ça, c'est des trucs très importants, encore une fois, à comprendre sur l'histoire de notre pays. Dans mon prochain live, on va vraiment prendre le temps de lire cet article en entier. Dites-moi si vous appréciez ce genre d'exploration historique. Est-ce que ça vous fait apprendre des choses ? Est-ce qu'il y a des choses que vous saviez déjà ? Donc, le Parti communiste, il avait surtout suivi la politique tracée et pratiquée par le mouvement communiste international, et notamment l'Internationale communiste. Ainsi, même en tant que parti national, il manquait d'une politique cohérente en matière coloniale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le PCF de l'époque, le Parti communiste français, c'est compliqué d'être un parti communiste qui suit les règles des communistes qui viennent plutôt de l'URSS, puisque les partis communistes, vous savez qu'ils étaient sous directive de l'URSS, c'est-à-dire qu'ils avaient une autonomie sur place, mais ils appartenaient à ce grand mouvement, et du coup, ils devaient quand même mettre en place des politiques qui étaient données depuis les centres communistes. Donc, les capitales communistes, l'URSS, allaient promouvoir une politique anticoloniale. Donc, comment tu fais quand tu es le PCF français et que ton pays a pour cœur la colonisation et ce qui donne de la grandeur à ton pays, c'est le fait d'être le second plus grand empire colonial du monde et de l'histoire de l'humanité. Donc quand tu es le PCF français, comment tu fais avec cette contradiction ? Vous voyez, et c'est ça le truc un peu bizarre des communistes, c'est qu'il y avait un discours anticolonial, mais en même temps une difficulté à la mettre en place, puisque le bien-être, la grandeur et la puissance de la France reposaient avant tout sur son empire colonial à cette époque, 1936. Donc c'est vraiment pas loin, ça fait moins de 100 ans les amis. Rappelez-vous toujours ça. Les décolonisations, c'est dans les années 1960. C'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'hyper récent et qui a complètement façonné la manière dont notre politique est pensée. Au moment du grand mouvement d'unité de la gauche, se manifeste une certaine volonté politique de se pencher
malgré les divergences, sur la question coloniale et d'ouvrir enfin le débat sur l'avenir de l'Empire et le sort des peuples colonisés. Puisqu'avant ça, c'était très difficile de le faire, puisque dès qu'on parlait de l'avenir des peuples colonisés, on disait « séparatisme, ils veulent détruire la France, etc. etc. » Mais là, quand le Front populaire se rassemble, ils se disent « peut-être qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester sur la même politique que ce qu'il y avait précédemment. » Cette volonté se traduit modestement par l'engagement dans le programme du Rassemblement populaire, puisqu'avant de s'appeler Front populaire, il s'appelait Rassemblement populaire. Donc l'engagement dans le programme du Rassemblement populaire de créer une commission d'enquête coloniale. Voilà la grande proposition que va faire le Front populaire de 1936 sur les questions coloniales, c'est de créer une commission d'enquête coloniale. Cette commission, elle a pour but quoi ? D'aller dans les colonies pour recueillir les avis, les envies, les problématiques des colonisés, entendre leur voix. Puisque jusqu'avant cette période, c'était les colons qui décidaient de tout, qui avaient la majorité politique, qui étaient les seuls à pouvoir voter, etc. Donc en gros, les colonisés ne faisaient que subir les décisions des colons, qui étaient imposées par les colons dans chaque colonie locale, mais aussi par le ministère des colonies, puisqu'il y avait un ministère des colonies en France, et le ministère des colonies décidait les choses sans se tenir compte de l'avis des millions et des millions de colonisés qui étaient sous ses ordres. Donc la grande avancée que va faire le Rassemblement populaire, donc le Front populaire, à ce moment, c'est de proposer cette commission d'enquête coloniale. Je trouve que c'est un peu léger, hein, on est d'accord, mais c'était énorme pour l'époque. Est-ce que cette commission va réussir ? C'est ce qu'on va découvrir dans les jours qui viennent, où je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, la mise en place de la commission d'enquête. Mais vous pouvez déjà deviner dans le titre de cet article, la commission d'enquête coloniale du Front populaire, un échec de politique réformatrice. Voilà, je ne vais pas vous spoiler complètement, mais le bail n'a pas fonctionné, quoi. Alors là, je vous dis encore une fois, à quoi ça sert de parler de ça aujourd'hui ? Ça sert à dire « faites mieux, faisons mieux que le Front populaire de 1936 ». Arrêtons avec les grandes mesures de « on va écouter les racisés, les trucs, et ensuite faire un truc foireux qui ne fonctionne pas ». Donc pour ça, il faut apprendre qu'est-ce qu'ils ont raté. Alors, on retourne sur ma grosse tête. Franchement, j'ai du mal avec la politique. Ouais, je comprends que tu satures dans un moment un peu d'excitation politique, puisque y a une possibilité que beaucoup de choses soient transformées de manière assez radicale. Si le RN passe, il y aura des grosses transformations dans la manière dont la France fonctionne, mais pareil, si le Front populaire passe, il peut y avoir des grosses transformations que moi je vais trouver positives dans la manière dont la vie en France se déroule. Et ça va pas s'arrêter tout de suite, hein. Là, t'arrives jusqu'au 30 pour te faire harceler par la politique. Mais la politique, elle se limite pas à ce moment de vote. Elle se limite pas à ce moment de ce qu'on appelle les partis, à ces endroits de politique politicienne. En fait, la politique, elle est dans la vie de tous les jours, et je trouve ça intéressant de le voir comme ça. Plein de choses que tu fais, que tu mets en place, de choses sur lesquelles tu réfléchis, la manière dont tu parles, a des conséquences politiques, en fait, sur la manière dont le pays va fonctionner. Et je pense que ça, c'est très intéressant et important à comprendre pour se décomplexer et désaturer de la politique. Tu ne pourras pas y échapper, le truc le plus angoissant du monde. Non, en vrai, tu ne pourras pas y échapper parce qu'elle est dans tout au quotidien et pas seulement dans les partis. Je sature vraiment avec tout ce qui se passe en France. Ouais, je comprends. Il y a plein de gens qui cherchent à partir, qui n'en peuvent plus. Franchement, si tu dois partir et que tu veux partir, faut pas se limiter. Après, la question, c'est des questions aussi de santé mentale et des questions économiques. Partir de France, pourquoi pas, mais faire un travail d'intégration dans un nouveau pays avec ses réalités politiques différentes, c'est pas donné à tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je juge pas ceux qui veulent rester, ceux qui veulent partir. C'est juste qu'il faut se dire, pouvoir partir, c'est quelque part un privilège, et c'est aussi qu'on en a les capacités psychologiques et émotionnelles. Parce que c'est un arrachement quand même, si t'as grandi ici, que tu t'es fait tes amis, que t'as tes habitudes, que t'as plein de choses, tout le monde n'est pas capable de vivre cet arrachement. C'est un truc assez particulier parce qu'on vient de famille, ou bien on est parfois nous-mêmes des gens qui avons été capables de faire cet arrachement. Mais ça veut pas dire que parce que nos parents ont été capables de le faire, qu'on peut aussi le faire. En fait, pourquoi est-ce qu'on serait obligé de se déraciner, de s'arracher à ce territoire, la France, dans lequel on est à peine en train de planter quelques racines ? Et donc la question c'est comment on fait pour avoir un système dans lequel on peut avoir de la liberté et du choix ? Et je pense que c'est ça l'enjeu. La liberté de circulation, c'est Fatima Wassak qui parle souvent de ça. Le plus gros point sur lequel on doit pouvoir travailler, c'est la justice et l'égalité dans la manière dont les gens circulent dans le monde. Et je me dis, quand on parle de ces mouvements,
C'est à ça qu'il faut qu'on pense, et aussi qu'on pense à ce que, dans les années qui viennent, si le RN est au pouvoir et qu'il il interdit la double nationalité, qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux qui ont cette idée de vouloir bouger, etc. Vous allez devenir des Français au Mali, vous dépendrez de l'ambassade de France qui, au bout d'un moment, se fera dégager, même si elle n'est pas déjà dégagée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, c'est des trucs complexes, et je pense que ces questions de liberté de circulation, d'égalité internationale, c'est peut-être ces points-là sur lesquels il y a du travail à faire et qu'on peut être efficace avec nos parcours diasporiques pour apporter des choses. Moi, je parle de France sur des sources françaises en étant en France, et je vais aussi régulièrement sur le continent africain, dans différents pays, et je dénonce les politiques france-africaines, mais en tant que Français, je suis conscient de mes privilèges en même temps. Et vous voyez, c'est toute cette espèce de complexité dans laquelle on est pris, mais que je trouve aussi hyper riche pour nous pousser à penser des nouvelles propositions politiques. Et vous voyez, je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui à gauche, c'est ce que je disais, c'est qu'on a des grandes idées théoriques, oui, il faut lutter contre le racisme, on est pour la mixité, etc. Mais ça vend pas de rêve, parce que tout le monde sait que c'est du vent, que c'est des mots qu'on lance comme ça pour se rassurer moralement. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut puiser dans la complexité de nos expériences, dans ce truc de « Ok, on est sur plusieurs espaces politiques en même temps, ok, on a le privilège d'être français, de pouvoir bouger dans un pays, etc. » Toutes ces situations, même la question de la propriété, il y a beaucoup de gens qui se disent on habite en France, mais on est propriétaire de rien en France. On est ballotté par les HLM, par les politiques de HLM, on est locataire, les gens veulent pas nous louer d'appart, on est obligé de se retrouver encore plus loin, à des kilomètres des centres-villes, avec les transports en commun où tout le monde s'en fout de nous, ils sont défaillants et du coup on galère de ouf pour aller au travail. Tous ces trucs-là, c'est des enjeux. Et en même temps, ces personnes qui ont ça ont des maisons propriétaires ou multipropriétaires au bled. Vous voyez, il y a toute une complexité sur laquelle on peut se baser pour faire des nouvelles propositions qui nous parlent vraiment et qui changent, qui renouvellent le langage politique en France. Et là, j'ai l'impression que c'est notre moment. Venez, on dit des trucs. J'attends qu'on s'assemble pour en discuter et pour que ce soit pas juste mes idées, parce que moi, peut-être, j'ai des mauvaises idées de ouf, mais qu'il y ait des vraies idées qui fassent consensus sur des sujets qui nous touchent, les sujets de logement, je disais, les sujets d'accès aux soins, sujet d'éducation à l'école, ouais, je vois, il y a un gros problème à l'école, on forme des producteurs, consommateurs et pas des citoyens. Il y a ce truc-là, mais il y a aussi le fait qu'à l'école, on n'est pas formé sur l'histoire de notre pays et l'histoire de nos pays, tous ces trucs-là. Voilà, je pense qu'il y a des choses à voir. Merci. Ishton arrive à la fin. Merci d'avoir été si nombreux et nombreuses sur le live, là, 5447 followers, mais c'est trop bien, les amis. Third Culture Kids, exactement. Je pense qu'il y a un gros problème à l'école. À plus, ouais. Prenez soin de vous aussi, c'est important. Vous pouvez me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram aussi, bien sûr. On essaie d'être le plus diffusé sur le plus de plateformes possible, parce que voilà, on pense que c'est important. Ah, merci 13 bis pour les thunes, si vous voulez nous soutenir financièrement. On a un site qui s'appelle Histoire Crépue. Alors je suis d'accord, il ne donne pas forcément encore beaucoup confiance pour l'instant, mais on va le mettre à jour et il va être beaucoup plus beau et vous allez comprendre pourquoi vous donnez de l'argent si vous nous donnez de l'argent sur ce site web. On va essayer de level up et de vous faire des contenus de qualité comme d'habitude, comme ce qu'on essaie de faire à chaque fois. Merci Réa, il y a Céréa qui est le producteur de la chaîne qui est dans les commentaires. Et franchement, force à vous dans ce moment politique qui est compliqué. Continuez à penser à la complexité des choses. N'ayez pas peur de donner vos points de vue, de confronter vos idées. Ne vous laissez pas juste matraquer ou culpabiliser par « tu dois voter, tu dois voter, tu dois voter ». Je vous dis quand même, votez Front Populaire, mais gardez toujours un regard critique sur la situation qu'on est en train de vivre et essayons de faire avancer les questions qui nous intéressent, notamment les questions d'antiracisme, en ayant des propositions fortes. Essayons de nous rassembler pour dire « vous n'utiliserez pas la menace du RN simplement pour avoir nos voix. Si on vote pour vous, c'est parce qu'on a envie de voter pour votre programme et pas pour se protéger du RN. Si on vote pour vous, c'est parce que vous nous avez fait rêver. Et d'ailleurs, c'est même pas parce que vous, en fait, on veut voter pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on veut des gens qui nous représentent dans le gouvernement que vous mettrez en place en tant que Front Populaire. On veut des mesures qu'on a écrites et qu'on a proposées. On veut se sentir membre et participant de ce moment politique. On ne veut pas juste être des personnes à protéger ou à défendre comme c'était le cas dans SOS Racisme avec Touche pas à mon pote. On n'est plus les potes, qu'il faut protéger, on est les gens qui disons on va parler et me touche même pas, touche-moi même pas, sinon coup de poing. Vous avez vu comment je suis menaçant ? Je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao !
Ça, c'est mon gimmick de fin. Beaucoup trop tôt. C'est parti, allez. Bisous.